Vincent, parle-nous un peu. Alors, l'actualité s'y prête. Comment, par exemple, une journée comme hier, bah oui, bah si, voilà, cette espèce d'embrasement brutal où en 5 minutes, l'univers entier sait qu'il y a eu une tête coupée dans une usine de l'Isère et un gars qui a essayé de faire sauter des bonbonnes de gaz. Vincent. Non, mais tout l'intérêt de l'histoire, c'est qu'on ne sait pas en 5 minutes qu'il y a vraiment eu une tête coupée. Il y a une rumeur qui perle assez rapidement, qu'il y a un blessé, qu'il y a une explosion, qu'il y a un attentat. En fait, pour que le récit devienne à peu près cohérent et recoupé, il faut beaucoup de temps. Ce qui se passe au début, c'est que vous êtes dans votre voiture et vous vous apprêtez à partir au Sable d'Olonne en vous disant c'est formidable parce que il n'y a pas trop de monde ce matin, ça va être rapide, ce qui est d'ailleurs une illusion, c'est vachement loin. Et, et à ce moment-là, le téléphone sonne, il y a un attentat, semble-t-il, à Lyon avec un drapeau de Daesh, à côté à Grenoble avec un drapeau de Daesh à l'entrée de l'usine. Et c'est un site Céveso. Voilà, c'est exactement comme ça. Et après, bon, après les nouvelles arrivent peu à peu, et elles arrivent essentiellement d'ailleurs par Internet, mais on en parlera. Moi, je suis très content d'être là d'abord, et puis et assez intimidé devant une assistance aussi attentive, puis devant en plus la barre et 2 magistrats dans le dos, et en plus assigné au rôle de défenseur de la presse d'information continue, qui est absolument indéfendable évidemment. En plus, je dois avouer que Pierre, le président Bello, m'a envoyé un petit mot en disant c'était les chaînes d'infos, progrès ou calamité. Évidemment, je n'ai pas écrit le papier puisque je pensais le faire hier après-midi. Et en Vendée, on est payé pour savoir que certains progrès certifiés sur papier sont des calamités, peuvent être des calamités, qu'il y a des progrès qui ont été des calamités radicales ici et qui ne pardonnent pas. Alors, pour parler de l'info continue, j'imagine qu'on aura un temps avec la salle, non, on pourra discuter de ce qui s'est passé hier de manière plus concrète, si vous voulez. Mais sur l'info continue, c'est une expression bizarre parce que c'est une expression qui s'est imposée au fil des années, qui a la force d'un slogan et qui a évidemment un caractère mensonger, qui révèle qu'il y a peut-être une idéologie qui est cachée dessous. Parce que l'info continue, c'est une sorte d'absolu pour un journaliste. En réalité, l'info, elle est, par définition, elle est discontinue, puisque c'est le surgissement d'un événement, c'est la définition même d'un événement, c'est quand le train n'arrive pas à l'heure, qu'il mérite d'être signalé, c'est le raz-de-marée. Et donc l'info, elle est par définition discontinue. Par contre, le programme, lui, est permanent. Alors il faut meubler, d'où toutes les tares congénitales des chaînes d'information continue qui sont le matraquage, la redondance, le style télégraphique, cette manière qu'ont les présentateurs de scander leur texte, une façon de parler qui est très... Quand on écoutera ça dans 10 ou 20 ans, ça nous paraîtra complètement académique et aussi ridicule que quand Radiolo parlait sur Radio Paris, Radio Paris-Mans, vous savez. Il y a un langage télégraphique en radio, puis en télévision, il y a le teasing. Vous allez voir ce que vous allez voir. Dans un instant, nous rejoindrons notre envoyé spécial, mais on va vous parler d'autres choses en attendant. Et puis on y revient une fois qu'on est terminé. Mais vous savez, dans quelques instants, il y aura mais en attendant, etc. C'est ce truc absolument incroyable. Avec une formule, notre envoyé spécial dans la région. Alors Oui. Le gars, il est à Bangkok, et on lui demande de parler de ce qui se passe à Pékin. Enfin, je schématise, mais c'est parfois ça. C'est la différence entre ta génération et la leur. On est de la même génération. Mais nous, quand on voulait se moquer des reporters, on disait « derrière nous la guerre ». Donc c'était « tiens, voilà, derrière nous la guerre ». Il y avait le gars qui se plantait sur le champ de bataille et qui disait, bon, alors qu'il n'avait rien vu, évidemment, comme Fabrice à Waterloo. Là, c'est le gars qu'on envoie, le plus extraordinaire, je dis ça devant Jean Guéguinou, le plus extraordinaire, c'est les gars de mon service qu'on envoie au Quai d'Orsay, comme hier après-midi. Et alors, le type est planté au coin de cette rue au nom bizarre et du quai. Il est seul, mais il est seul, totalement seul, devant un mur lépreux d'ailleurs, et une grille fermée. Et il dit au Quai d'Orsay, et il parle du Quai d'Orsay, alors que
n'importe qui a approché à moins de 2 mètres un diplomate sait que s'il y a bien une chose que ne fera jamais un diplomate, c'est de mettre en péril sa carrière en disant quoi que ce soit. Un diplomate préfère de loin passer pour un imbécile plutôt que pour un bavard. Parce que passer pour un bavard, c'est vraiment l'assurance de finir à Oulan-Bator. Et encore, à Oulan-Bator en Mongolie, les per diem sont bons. Donc c'est l'assurance de finir aux archives à la Courneuve. Pas du tout intéressant sur le plan du traitement. Donc, il y a en télévision toujours la peur d'ennuyer le spectateur. Et donc, vous allez voir ce que vous allez voir, et tout est un peu mis sur le même plan. Un clou chasse l'autre, et on monte souvent en épingle des questions ridicules, une actualité minuscule, notamment sur le plan politique, que l'on feuilletonne. Et alors, vous avez l'émergence d'un sujet qui, tout d'un coup, s'apprend, on en parle pendant 24 heures, et puis après, il s'efface, il s'éteint, et plus personne n'en parle, c'est totalement oublié. Et si on réfléchit à 8 jours après, on se dit, mais de quoi on parlait la semaine dernière? Ah oui, cette histoire, au fait, qu'est-ce que c'est devenu? Tout le monde a oublié. Et évidemment, puisque ça n'intéresse personne. Il y a une dramatisation aussi qui est anxiogène, parce qu'il faut bien, là encore, retenir l'attention. Il y a toutes les tares de l'info continue, la course à l'immédiateté, évidemment, et avec aucune... Bien évidemment, il n'y a aucun recoupement, aucune vérification. On fait une confiance aveugle dans l'agence France Presse, qui est d'ailleurs désormais la seule agence, à tel point qu'une chaîne comme LCI a pu annoncer il y a quelques mois, qui est pourtant une chaîne à peu près sérieuse, la seule information qui était absolument impossible d'avouer, mais vraiment c'était un truc, s'il y a une info qu'à LCI personne ne pouvait prononcer à l'antenne, c'était d'annoncer la mort de l'actionnaire principal, qui est tellement attaché à la chaîne que ça fait quand même 21 ans qu'il la finance à perte et qu'il y a englouti quelque chose comme 150 millions d'euros de pertes. Et qu'il maintient là pratiquement, alors qu'il n'y a pratiquement plus personne qui regarde, il continue à la faire vivre. Donc ça tient qu'à lui, parce que c'est une histoire d'orgueil sans doute, mais il y a un truc que LCI ne pouvait pas dire, c'est qu'il était mort, même s'il était mort et enterré. Et normalement c'est Pharaon, et on aurait dû nier jusqu'au bout qu'il ait disparu. Et on a annoncé sa mort parce que l'AFP le disait, le répétait, que tout le monde avait repris, et comme tout le monde le disait, que l'AFP le répétait, on a fini, alors qu'on n'avait pas réussi à le joindre, évidemment, ni son entourage. On a donc annoncé la mort de Martin. Il paraît qu'il ne nous en veut pas. Donc, non, il ne nous en veut pas parce qu'il a eu droit à des éloges funèbres plutôt flatteurs et il a été très surpris. Tout le monde l'a regretté quelques instants. Non, c'est pas le bal des focus, c'était sincère, nous on a été consternés. Tant qu'il y aura des dictatures, j'aurai pas le cœur à critiquer les démocraties. Alors, tant qu'il y aura Internet, moi, j'aurai pas le cœur à dénoncer LCI. Parce que le manque de hiérarchie des chaînes d'infos, les débats vagues sur des questions vaines, l'inculture crasse, le manque de profondeur historique, profondeur spirituelle ou de profondeur en général, qu'on trouve sur les chaînes d'infos, c'est toujours mieux que la délation haineuse, le conspirationnisme permanent qu'on trouve sur la toile, la dérision grinçante qu'on trouve chez nos confrères de Canal et qui a envahi à peu près tous les médias. Et donc, il y a, par comparaison, beaucoup de vertus dans les chaînes d'infos. La première fois qu'on a parlé d'information continue en France, j'ai 20 minutes, hein, tu m'as dit. Hein, bon, parce que moi, en général, je fais 1 minute, et au bout d'1 minute, je vois l'ennui qui perce. Je sens le type qui est à côté de moi, qui est le présentateur, submergé d'une sorte d'ennui puissant et d'une impatience, comme s'il avait un besoin absolument pressant de passer à autre chose. Et non, là, alors, 20 minutes, je m'étale, j'en profite, c'est merveilleux. Donc, c'était le 24 juin, on vient de passer l'anniversaire, 87, c'était le lancement de France Info. Il y aura bientôt 30 ans. Et à l'époque,
à l'époque, il y avait un mur à Berlin et il y avait des otages, c'était nouveau, on découvrait ça au Liban. Il y avait une seule tour à Pékin qui s'élevait au-dessus des toits de la cité interdite. L'Europe se jouait à 12, l'Espagne et le Portugal venaient juste de la rejoindre. Et à l'époque, quand on parlait de martyrs, c'était des victimes. C'était Saint-Sébastien, éventuellement. C'était, en tout cas, le mot djihad était absolument inconnu, à part de quelques orientalistes confits au Quai d'Orsay. C'était donc un autre monde. Et la figure politique de la Vendée s'appelait Vincent Ansker, et il venait juste de mourir. Jacques Chirac, nouveau Premier ministre, à peine installé à Matignon, s'imaginait que c'était le trampoline avec lequel il allait atteindre l'Élysée. Lourde erreur. Et donc, il a favorisé la création de France Info à l'époque en s'imaginant que ça allait servir ses intérêts politiques. Je cite ça parce que c'est exactement ce qui vient de se passer. Le Conseil d'État a cassé une décision qu'avait prise le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et donc, avec le puissant soutien politique de François Hollande, qui s'imagine que ça l'aidera sans doute à se faire réélire, LCI devrait obtenir le droit assez légitime au demeurant à émettre sur la TNT gratuite et donc à toucher un public plus large que le petit public résiduel auquel il s'adresse avec la TNT payante qui est une salle aux 3/4 vide, contrairement à celle-ci. Donc, il y a toujours eu un intérêt des politiques. Et du moins, quand je dis François Hollande, c'est plutôt son entourage qui tient tellement à faire réélire le patron, ce qui est bien naturel. Donc, pour mesurer la révolution qu'a représentée l'info continue dans la presse, il faut que je vous raconte comment ça s'est passé en 87 à Radio France. On a mis 6 mois à monter le projet. On s'était largement inspiré de ce qui se faisait aux États-Unis. Et France Info a été aussitôt décriée, discréditée, diffamée, détestée par la plupart des confrères qui vivent au Palais Gruyère. Pour la première fois, il y avait une révolution technologique qui était en cours. Pour la première fois, les journalistes tapaient leurs papiers. Ça, c'était incroyable. Avant, on les dictait. Pour la première fois, on tapait soi-même. C'est à peine si on ne faisait pas le ménage. Il n'y avait plus de coupeurs de dépêches. Elles arrivaient directement sur les ordinateurs. Parce qu'il y avait des ordinateurs. C'était tout à fait nouveau. C'était révolutionnaire. Les reporters montaient eux-mêmes leurs sujets avec des ciseaux. Et les sujets étaient rediffusés, ce qui était absolument inouï. Personne n'avait jamais vu ça. Il n'y avait plus besoin d'attendre 19h, le grand journal, 8h le matin, 19h, 22h30, je crois, à France Inter. Et tout ce mode de production nouveau engageait toutes sortes d'aménagements et une petite révolution. Et les journalistes sont des gens assez, non pas casaniers, mais qui tiennent beaucoup à leurs habitudes. Et ils sont assez corporatistes aussi. Les choix éditoriaux aussi étaient radicaux parce qu'il n'y avait plus de vedette de l'info. Normalement, c'était l'info qui était la vedette. Donc plus de vedettes qui cultivent des relations incestueuses avec le pouvoir. On le voit ici, justement. Il y avait des journaux qui avaient il n'y avait plus de grand-messe à heure fixe et il y avait l'idée de faire des journaux différents, donner de l'information brute et beaucoup plus d'informations que ce qu'il y a habituellement dans un journal. Donc dans un petit journal de 7 minutes de France Info, il était normal qu'il y ait entre 12 et 15 informations. Je ne sais pas si c'est le cas, il faudrait aujourd'hui faire attention et compter. Des infos sans fioriture, toutes les demi-heures, des titres rapides tous les quarts d'heure, et des chroniques en vrac, et surtout des émissions spéciales dès que l'actualité l'exigeait et s'emballait. Bref, il s'agissait de rendre compte de la diversité du monde en s'affranchissant un peu des habitudes et de rendre compte du changement permanent qui s'opérait dans ces années 80. Place au pluralisme aussi, ce qui reste un combat, notamment dans le service public, qui est aligné à gauche. Et l'idée était bien, quand on a créé France Info, je le reconnais, je l'avoue, de bousculer le clergé médiatique en place et les dogmes assez bien pensants. Je ne suis pas tout à fait sûr que le résultat ait été atteint d'ailleurs. C'est la même équipe qui a créé 7 ans plus tard LCI, la chaîne Info, avec à peu près la même idée, même si on est dans le privé.
on est dans le privé, mais les dirigeants de TF1 avaient l'impression que la privatisation s'était arrêtée à la porte de la rédaction. La même ambition, mais un peu moins dissimulée, donc. Et là encore, on a ambitionné de parler de beaucoup plus de choses que ce que l'on racontait dans le 20h, de faire vivre le débat et d'innover sur le plan technologique avec des moyens de duplex intégrés, des JRI qui tournent, qui commentent, qui mixent leurs propres sujets, le recours systématique au téléphone, comme à France Info d'ailleurs, des spécialistes qui éditorialisent, des présentateurs interchangeables qui opèrent souvent en duo, en binôme, et des éditions spéciales dès que l'information est un peu dynamique ou même dès que le juge Trévidic ou son voisin Thiel fait une conférence de presse. Ça a donné à toutes sortes de gens, finalement, une notoriété soudaine et dont je ne suis pas sûr qu'au bout du compte, ils aient remercié les journalistes. Donc, ce n'était pas simplement le 20h, toutes les demi-heures en miniature et répété, c'était autre chose, une info qu'on voit naître, se développer, disparaître, avec beaucoup plus d'acteurs. France Info s'impose avec la chute du mur, en réalité, la révolution roumaine, comme CNN s'était imposé avec la guerre du Golfe, et la révolution roumaine a été une mystification extraordinaire, et donc le débat a commencé sur la désinformation qu'on pratique malgré soi, mais et qu'on est prêt à recommencer finalement. La vraie naissance de LCI, c'est 6 mois après le lancement, c'est la prise d'otage relatée en direct avec les images de l'Airbus de Marignane, pris d'assaut par le GIGN. Et c'est important parce que c'est un fait de terrorisme. Les passagers, du moins les pirates, qui avaient détourné l'avion dans le cockpit ne risquaient pas de regarder LCI, mais déjà pouvaient se poser la question de savoir si ça ne mettait pas en danger les opérations de police et la sécurité des otages. C'est un débat qui a été relancé, vous le savez, au mois de mars, avec la prise d'otages à l'hypercachère de la porte de Vincennes, puisque des confrères ont raconté qu'il y avait au sous-sol, ce qui était le cas, des clients qui se cachaient. Alors, ce qui est extraordinaire avec les chaînes d'info, c'est que même si on montre le barrage qui est à l'entrée de l'usine Céveso, ou même qui n'est pas à l'entrée de l'usine, qui est à 500 mètres de l'usine et qui ne se passe rien, eh bien les gens continuent de regarder. Ça, c'est fascinant. C'est qu'il y a la volonté d'en être. Et donc, quand l'information est forte, même quand on n'a que des commentaires oiseux de gens qui se succèdent à l'antenne avec une image fixe qui ne dit rien, eh bien on regarde la porte close et on imagine le reste. L'apothéose, évidemment, de l'information continue, c'est la fin du monde. C'est-à-dire, c'est les terroristes du 11 septembre qui avaient sans doute pensé la chose et qui, précipitant un premier avion qu'on a vu par miracle, en fait, parce qu'il y avait une caméra française, d'ailleurs, qui filmait le World Trade Center. L'image a été immédiatement diffusée. Et donc, quand le deuxième appareil a percuté la deuxième tour, eh bien, tout le monde a pu le vivre. Le monde entier a vécu ça en direct. Et donc, le 11 septembre, c'est 48 heures de direct. C'est une sorte d'absolu qui n'a jamais été encore égalée. Mais c'est vraiment un avant-goût de la fin du monde. L'équipée des frères Kouachi et de leur ami Koulibaly, ça referme en quelque sorte, à mon sens, mais je me trompe peut-être, une forme de parenthèse. L'ivresse de soi, le stress incroyable, le suspense, le show à tout prix, l'envoyé spécial planté sur son trottoir qui dit n'importe quoi et même parfois qui dit des choses vraies. Parce que vaut mieux qu'il débite après tout des généralités qu'il a lues dans l'avion avant d'atterrir, comme le faisait ce matin un gars de mon service qui est arrivé en Tunisie et qui, à peine arrivé, il était encore dans le couloir amenant à l'aérogare, était déjà en train de faire un papier au téléphone. C'est dire à quel point il était déjà imprégné de la réalité tunisienne et de la peine. On lui demandait alors comment réagissent ces Tunisiens. Il pouvait évidemment dire ce qui est le dossier de presse qu'il avait lu, qu'on lui avait constitué à la va-vite et qu'il avait lu dans l'avion. Il pouvait dire ce que lui avait raconté l'hôtesse, mais comme il est père de 8 enfants, ça m'étonne d'ailleurs qu'il ait dragué l'hôtesse. Mais j'ai honte de ce que je viens de dire.
Bon. Donc, alors, les chaînes d'infos font toutes le même métier, elles ne le font pas toutes forcément de la même manière. Donc moi, je suis l'avocat de la chaîne info de LCI et du groupe TF1. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a stigmatisé la couverture de ces événements en janvier, et Le Monde a écrit un papier jeudi, je n'ai pas réussi à le lire jusqu'au bout, mais ce que j'en retiens, c'est que le Conseil d'État a mis, le CSA a mis en accusation tous les médias. Il a mis les grandes radios périphériques, il a mis France Télévisions, Radio France aussi, France 24, M6, toutes les chaînes d'info continues. Et la plupart de ces chaînes, sauf TF1 qui est prudente parce qu'on est quand même, on repasse devant le CSA pour LCI, toutes les autres chaînes ont contesté cette mise en demeure et les sanctions qui avaient été infligées par cette autorité irréprochable qu'est le CSA. Et son président surtout. L'autorité de régulation a estimé que le traitement de la crise avait mis en danger des personnes et qu'elle avait gêné le travail des forces de l'ordre. 36 manquements ont été relevés, défaut de respect de la vie humaine, en montrant le policier qui avait été lâchement et froidement assassiné, atteinte à l'ordre public en montrant les opérations en cours alors que les terroristes étaient encore retranchés à Damartin en Goële ou à la porte de Vincennes. Évidemment, c'est l'apparition, c'est pour ça que je vous dis qu'on a un peu l'impression qu'une parenthèse se referme, c'est l'apparition d'une censure ou d'une forme d'autocensure réclamée des médias, puisque le CSA sanctionne et nous demande en fait, si on dit les choses simplement, de demander au ministère de l'Intérieur le droit de filmer les barrages de police, alors qu'une opération qui mobilise la France, qui passionne à juste titre et qui intéresse à juste titre les Français, est en cours. Et donc, les médias en ont appelé à la liberté d'expression et l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dit que ces droits ne peuvent pas être restreints, ne peuvent être restreints que par des infractions pénales. Et une infraction pénale, je dis ça devant deux juges, ça ne se relève qu'a posteriori. On ne commet pas d'infraction pénale a priori. Sauf en cas de terrorisme. Oui, c'est bien le problème de la loi sur le renseignement. Donc, alors, ce qui est ridicule surtout, et c'est ce que je voulais dire là-dessus, parce que le débat est ouvert, je ne vais pas le trancher, mais ce qui est absolument frappant quand on y réfléchit, ne serait-ce qu'un instant, c'est qu'il y a, on a parlé de distorsion de concurrence, mais le terme est trop faible, c'est que tout ça est absurde, parce que M. Koulibaly, il n'avait pas un abonnement pour regarder LCI dans l'hypercachère. Il avait une télé où il pouvait regarder BFM. Mais de toute façon, je ne sais pas s'il était branché, je ne sais même pas s'il avait la télé, mais de toute façon, il avait un téléphone. Et sur son téléphone, il avait accès à Internet. Et sur Internet, il y avait absolument tout. Donc, il y avait les gens qui étaient au sous-sol, il y avait une espèce de débat, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que on commence à incriminer les chaînes d'info continue alors qu'elles ont été mais très largement dépassées dans tous leurs vices et aussi dans leurs vertus par ce qui se passe sur la toile. Voilà. Donc c'est une calamité, mais il y a encore pire. Le pessimisme, c'est très bon en télé. Franchement, dans l'info, vous faites toute une carrière en étant Cassandre. Merci Vincent. Alors je m'aperçois que j'avais oublié de vous le présenter, mais sa notoriété est telle que... alors son titre exact, il doit être directeur adjoint de l'information de TF1. Non, je suis éditorialiste désormais. Ah bon, non, mais dans les journaux, je suis président, le titre, je ne suis plus directeur. Souvent. Mais bon, voilà. Et puis alors surtout, il a quelques liens avec la région parce que si je suis bien informé, il est à moitié nantais, à moitié vendéen, non, quelque chose comme ça. Bon, donc voilà. Bon, merci Vincent. Alors non, je voudrais dire quand même que avant qu'on poursuive ces débats, que évidemment
l'excès d'information, c'est toujours mieux que l'absence d'information. Je veux dire, il vaut quand même mieux vivre en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Australie, qu'en Corée du Nord, quoi. Bon, alors, entre les inconvénients, évidemment, il vaut mieux choisir celui-là. Merci Vincent. Oui, alors, bon, il nous a dressé de l'intérieur un portrait éloquent de ce phénomène d'information, de chaîne d'information continue et qui au fond, est une calamité moindre que l'Internet, si j'ai bien compris son raisonnement.